Chers élèves du tronc commun, j'ai l'immense plaisir de vous rencontrer à travers cette nouvelle capsule vidéo. D'accord? Au cours de cette capsule, nous allons nous pencher sur l'étude d'un extrait de la nouvelle réaliste Auchan, ce qui montre qu'on est dans le deuxième module centré sur l'étude de la nouvelle réaliste. Les objectifs de cette séance sont les suivants. Donc, nous allons essayer d'étudier une œuvre intégrale. Nous allons nous centrer surtout sur ce qu'on appelle l'élément perturbateur. Puis, nous allons essayer de mettre l'accent sur les verbes d'action et leur sens contextuel. Et enfin, nous allons essayer de découvrir l'effet produit par le phénomène de la juxtaposition, d'accord, entre les phrases. Le support textuel que je vous propose aujourd'hui est le suivant. Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, grouillés dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là le tout petit. » Et sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des deux vaches, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. Puis, elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fait connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Dubière. Voilà notre texte. Alors, commençons d'abord par l'étude des paramètres énonciatifs, c'est-à-dire la fameuse question qui parle à qui, de quoi, où, quand et comment. Bien sûr, dans ce texte, c'est le narrateur qui parle. C'est lui qui prend en charge son récit. Et s'adresse à qui? Automatiquement, il s'adresse au lecteur. À propos de quoi? Il s'adresse au lecteur au sujet du couple Dubière, Madame Dubière, Madame Henri Dubière. Alors, Madame Henri Dubière qui avait effectué une visite inattendue, une visite surprenante, une visite inopinée au village par un après-midi du mois août. Donc, nous avons ici un narrateur qui s'adresse au lecteur à propos de quoi? C'est-à-dire le sujet à propos du couple Dubière, quand le mois août, où village. Donc il s'agit ici d'un narrateur qui connaît parfaitement bien les personnages. Il lisait leurs pensées, et il connaît même leurs sentiments. Il peut pénétrer leur tout profond. Il s'agit ici d'un narrateur omniscient. Qu'est-ce que le montre la phrase qui dit: l'homme ne répondit rien, accoutumé à ses admirations qui étaient une douleur pour lui, une douleur et presque un reproche pour lui. Donc c'est comme s'il connaissait les sentiments éprouvés par M. Dubière chaque fois que sa femme lui
parlait du sujet des enfants qui leur manquent, en raison qu'il s'agit d'un couple stérile. Le narrateur ici relate les actions de qui? Les actions de Madame Dubière selon un certain ordre chronologique, assuré par les indicateurs temporels. Par un après-midi du mois août, puis la semaine suivante, et encore, on revient au texte. Par un après-midi du mois août. Et puis, et revint encore, reparaît tous les jours, et il y a encore un autre indicateur du temps qui parle de la semaine d'après. Pardon. Voilà, donc nous avons un texte truffé des indices de temps qui favorisent déjà l'organisation chronologique des événements, entre autres, par l'après-midi du mois août, puis la semaine suivante, puis encore, et ainsi de suite. D'accord. Alors, à travers ce qu'on vient de dire, quel serait le type de texte et quels sont les temps verbaux utilisés dans ce texte narratif, on remarque que le hasard a donné lieu à des habitudes dont le rythme s'accélère, surtout chez Madame Dubière. Des actions qui se succèdent de l'emploi abondant du passé simple. Je reprends, notre texte regorge de verbes d'action. Ce sont des actions du personnage, surtout Madame Dubière, et ce sont des actions qui se succèdent selon un certain rythme, d'accord? Ils donnent lieu aux habitudes de cette femme-là. Ces actions-là se traduisent ou bien justifient l'emploi du passé simple. Alors, l'emploi du passé simple, il est introduit dans le texte par le truchement. D'accord? De quoi? De l'adverbe brusquement qui signifie qu'une action, surprenante se produit. Brusquement introduit déjà les habitudes de Madame Dubière, marque la fin des habitudes déjà citées avant dans l'incipit du texte, bien ce qu'on appelle le texte inaugural ou bien le texte d'ouverture de Auchan. Alors, l'adverbe brusquement introduit un nouveau tournant dans notre texte, ou bien de l'action. Donc, un revirement de l'action, un changement flagrant de l'action, alors va se produire juste après l'adverbe brusquement. C'est ce qu'on appelle dans le schéma narratif, c'est ce qu'on appelle la perturbation. Donc déjà la première phrase de l'extrait, par l'après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Cela va provoquer un changement du ton verbal. Donc on va passer du ton l'imparfait qui avait marqué l'incipit, on enchaîne avec le passé simple. Donc ce passé simple va de pair avec le nouveau tournant, j'ai dit, de l'action, incarné par cette arrivée inopinée de Madame Dubière, ou bien du couple Dubière au village. Laquelle visite est l'événement qui va mettre fin à cette harmonie, à la symbiose dans laquelle vivaient les tuvaches et les valins. Alors, selon l'ordre événementiel du texte, j'ai dit tout à l'heure, selon l'ordre événementiel, juste après brusquement, et après le changement du temps verbal, on dit tiens, on est
à la deuxième étape du schéma narratif, c'est ce qu'on appelle l'élément perturbateur ou bien la perturbation. Cette perturbation sera marquée par les actions du conjoint, des deux conjoints, c'est-à-dire du couple Dubière, et surtout les actions de Madame Dubière. Nous allons insister sur les actions de Madame Dubière. Alors, les personnages, ici, les deux conjoints, nous allons mettre l'accent sur la dichotomie actif-passif. Lequel est actif, lequel est passif. Donc, la majorité des verbes utilisés dans notre passage, dans notre extrait, renvoient, illustrent des actions faites surtout par Madame Dubière, parce que c'est elle qui agit le plus. C'est elle qui est plus active que son mari. L'adverbe passionnément justifie l'emportement de la femme, cette femme qui est poussée par le désir maternel. Alors, cette femme qui s'extasie devant le spectacle des enfants qui grouillaient, qui jouaient dans la poussière. Un sentiment, selon le narrateur, non partagé par l'enfant qui trouvait les caresses, les baisers de cette femme, qu'il les trouvait comment? Des baisers, des caresses comment? Ennuyeuses. Alors, si Madame Dubière montrait cette volonté, cette passion de s'approcher des enfants, c'est pourquoi c'est elle qui prenait l'initiative. M. Dubière, au contraire, il est le sujet de la phrase négative, ne répondit rien. Donc le mutisme, le silence de M. Dubière et aussi le verbe attendre, conjugué à l'imparfait. Donc il affiche une sorte de passivité du conjoint, du mari, comme s'il ne partageait pas le même enthousiasme de sa femme. Il se contente de quoi? Il se contente dans le mutisme, dans le silence, il se contente de suivre sa femme en train d'agir. Il se contentait de suivre sa femme. Et là, dans notre texte, on peut dégager toute une liste des actions des deux conjoints. Les actions de Madame Dubière et les actions de Henri Dubière. Voilà. Regardez ici, dans cette première colonne, on remarque à travers le nombre des verbes d'action utilisés que c'est Madame Dubière qui est la plus active. C'est elle qui agissait plus que son mari. Alors on trouve, par exemple, le verbe conduire, le verbe dire, le verbe reprendre, le verbe courir, le verbe prendre est utilisé 2 fois dans le texte, le verbe baiser l'enfant, le verbe remonter, le verbe partir, le verbe revenir encore 2 fois, le verbe s'asseoir, le verbe bourrer, le verbe donner et le verbe jouer. Ces verbes-là, dans leur majorité, sont conjugués au passé simple. Pris, dit, couru, pris, baisa, remonta, parti, revint, s'assit, bourra, d'accord, passé simple. Le temps de quoi? Le temps de narration. Type de verbe utilisé? Verbe d'action. Alors que M. Dubière, on lui a consacré uniquement 2 verbes. Ne répondit rien, attendez. Donc en comparant les verbes, d'accord, les verbes d'action de l'un et de l'autre, on déduit que Madame Dubière est plus active que son mari qui est apparemment passif. Autre chose, si on parcourait les phrases du texte, on remarque que la majorité de ces phrases-là gardent un rapport de juxtaposition, c'est-à-dire qu'ils sont liés par un signe de ponctuation. Alors, les verbes cités figurent dans 12 phrases
et 28 propositions. Ces 28 propositions sont souvent des propositions juxtaposées. Exemple. Elle, Madame Dubière, elle courut aux enfants, elle courut, prit un des deux derniers, celui du vache, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds, frisés et pommadés de terre. Donc dans cette énoncé, nous avons trois verbes. Trois verbes de quoi? Trois verbes d'action. Le même sujet. Donc ces propositions admettent le même sujet, c'est le sujet elle. D'accord? Donc ils ont en commun le même sujet, c'est Madame Dubière, c'est le pronom personnel elle. Et les verbes là sont des verbes d'action. Ces verbes d'action, d'accord, se trouvent, d'accord, dans des propositions simples. Ces propositions simples là sont séparées par des virgules. Donc nous avons ici des propositions juxtaposées. Courir, prit, baisa, ce sont des actions successives de Madame Dubière. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, revint, s'assit, prit le motard dans ses bras, le bourra de gâteau, donna des bonbons à tous les autres et joua avec eux comme une gamine. Donc, cette succession des actions, d'accord, ne trouve fin que vers, ne trouve son bout, son terme que vers la fin. Là, on a utilisé la conjonction de coordination et pour mettre fin à cette énumération des actions faites par Madame Dubière. Elle revint, elle s'assit, elle prit, elle bourra, elle donna et joua. Donc, ce sont des propositions juxtaposées dont le sujet commun, c'est elle, reprise pronominale de Madame Dubière. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de ce qui précède, qu'est-ce qu'on peut dire du couple Dubière? Surtout que c'est Madame Dubière qui est active et Monsieur Dubière est passif. Surtout que le texte est formé à base de phrases, de propositions juxtaposées. Certes, notre texte est entièrement narratif. Les actions progressent selon, plutôt les actions avancent selon un certain ordre chronologique. Mais ce qui doit attirer notre attention, c'est l'effet produit par la juxtaposition. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de dire, on peut déduire que le couple Dubière ne fonctionne pas bien. Il y a quelque chose de louche, quelque chose qui ne marche pas bien, quelque chose qui ne fonctionne pas bien entre les deux conjoints. C'est pourquoi il y a une crise de communication entre les conjoints. C'est pourquoi la femme prend l'initiative, c'est pourquoi c'est elle qui agissait et le monsieur peut-être ça lui fait mal d'admettre qu'il est stérile. Il laisse sa femme, il lui laisse l'initiative, il lui laisse le choix, même le droit d'agir. Parce que cette liberté peut-être lui fait plaisir, et puis c'est une sorte de compensation pour la femme qui s'emporte aveuglément par désir maternel. Alors, c'est toujours elle qui est le sujet des phrases, et les phrases ne sont pas du tout liées ni par des conjonctions de coordination, ni par des conjonctions de subordination, ils sont juste juxtaposés. Donc c'est elle qui agit, c'est elle qui commande, alors que son mari demeure passif. Ce n'est pas par indifférence, c'est peut-être selon les narrateurs omniscients, c'est peut-être par douleur. Il se laisse éclipser, il se laisse dérober, il se laisse dépasser par sa femme, par l'épouse. L'épouse qui est le sujet de la majorité des verbes d'action. C'est les verbes d'action qu'on a cités tout à l'heure et qu'on va revoir maintenant dans le texte, dans le tableau que nous avons vu dans
le tableau ci-dessus plutôt, tout à l'heure. Oui. Alors on revient à notre synthèse. J'ai dit, il faut se poser la question, pourquoi c'est Madame Dubière qui agit, et pourquoi les proportions sont juxtaposées, et pourquoi l'homme ne prend pas l'initiative, ne partage pas le même enthousiasme de son épouse. Alors la juxtaposition, j'ai dit, peut incarner, peut symboliser une sorte de démantèlement du rapport monsieur, madame, du rapport époux et épouse. C'est comme si, j'ai dit tout à l'heure, le couple ne marchait pas bien, ne fonctionnait pas bien. Alors, on peut constater que cet extrait, dans cet extrait, on peut constater que les idées essentielles et les moyens grammaticaux se complètent. Il y a une interaction entre les moyens linguistiques employés et les idées déjà développées dans le texte. Ils se complètent les uns et les autres, bien les uns et les autres. Alors, les moyens grammaticaux se complètent ainsi que l'énonciateur, ou bien le narrateur, à travers ce texte, il a réussi à donner une certaine image à la figure féminine, c'est-à-dire à la femme. La femme, ici, la femme qui monopolise la parole, la femme active, la femme sûre de soi, la femme ambitionnée de devenir une maman, et un mari, par amour, ou par faiblesse, ou par crise d'estime, préfère rester à l'arrière-plan de son épouse et rester éclipsé, dérobé, caché et laisser sa femme agir. Donc, nous avons dans notre texte toute une pléthore de verbes d'action dont le sujet, c'est Madame Dubière, c'est la figure féminine, et cette figure féminine se montre active dans notre texte qui s'installe dans la deuxième étape du chemin narratif qu'on appelle la perturbation. Alors Madame Dubière prend l'initiative par amour, par la passion de devenir maman. Le monsieur, son mari, ce n'est pas par laxisme ou par indifférence, plutôt par douleur, selon le narrateur omniscient. Donc il laisse la femme agir. Qu'est-ce qui va se passer après cette arrivée subite de Madame Dubière et les actions qu'elle avait prises, les initiatives qu'elle avait prises? C'est ce qu'on va voir dans l'extrait d'après, l'extrait de la perturbation. Donc aujourd'hui, nous avons mis l'accent sur la place de texte dans le schéma narratif, c'est la perturbation introduite par brusquement, et puis les actions de Madame Dubière. Et puis nous avons aussi mis l'accent sur l'effet produit par la juxtaposition, et aussi nous avons aussi étudié et répondu à la question pourquoi tel conjoint est passif, l'autre est actif. J'espère que j'ai réussi à élucider ces trois grandes idées, trois grands axes du texte. Je souhaite vous rencontrer encore une fois dans une nouvelle capsule vidéo.